Je me suis toujours demandé s'il existe d'autres mondes. Pourquoi a-t-on atterri dans celui-ci? Et s'il y a vraiment d'autres mondes, alors le nôtre n'est qu'une petite partie d'un tout gigantesque. Bienvenue! Connexion Mystery! La légende dit qu'il y a des démons là-bas. Bonjour à tous. Chose dite, chose due. Nous y voici, bienvenue au pays du soleil levant, au Japon. Je vais vous embarquer avec moi dans une aventure à la découverte du Ibago, le Bigfoot japonais, et bien d'autres, mais je ne vais pas trop en dire. Ça sera la surprise. Du coup, n'attendons pas plus, je vous embarque avec moi. C'est parti, bienvenue sur Connexion Mystère. Avant d'aller chasser le Ibago, il faut passer par le yakiniku. Qu'est-ce qu'un yakiniku? C'est tout simplement un barbecue, c'est le barbecue japonais, avec du bon bœuf wagyu, qu'on fait griller ici même. Comment dire? C'est du beurre, ça fond dans la bouche, un vrai régal. Donc si vous venez au Japon, il vous faut absolument faire un yakiniku, avec du bœuf wagyu. Me voici enfin au Japon. Avant de me rendre chez Kyle, à Fukuyama, j'entends parler d'un lieu assez mystique et mystérieux où, semble-t-il, des personnes verraient des fantômes, des silhouettes quand la nuit tombe. Du coup, je me dis que c'est un endroit qu'il faut que je visite absolument. Alors, il faut savoir que le temps n'est vraiment pas terrible, il pleut énormément, mais je me dis que ça vaut quand même le coup de faire le détour et d'aller visiter ce lieu onirique. Et il est clair que je n'ai pas été déçu du tout. J'arrive donc devant ce portail en ferraille qui semble daté et on sent déjà une atmosphère se dégager de ce lieu.
J'apprendrai plus tard d'ailleurs que ce portail, cette clôture est une protection contre les ours des montagnes. Rien que ça. Donc ce temple est situé dans les forêts denses montagneuses du nord de Dukyo. C'est un endroit donc très mystérieux. On n'a pas vraiment trop de détails là-dessus. Les Japonais ont appris son existence il n'y a pas très longtemps. Il s'en dégage un endroit abandonné et inquiétant. Lors de mes premiers pas en allant vers ce temple, je vous cache pas que je sens... j'ai l'impression que cet endroit est vraiment isolé. Il est important de savoir que ce sanctuaire a été redécouvert par les habitants vers juin 2020. C'est ce qu'il en est dit en tout cas. C'est les informations que j'ai trouvées concernant ce lieu énigmatique. Donc c'est peut-être pour ça qu'il donne cette sensation d'être abandonné et isolé. Alors je n'ai pas le temps de rester sur les lieux indéfiniment, mais il semblerait que beaucoup de gens qui viennent visiter ce temple s'intéressent à l'occultisme et surtout aux histoires de fantômes. Autre fait intéressant, le mystique Kamojinja serait consacré à 3 divinités majeures. Les 3 divinités seraient également considérées comme des points d'énergie puissants. Ils sont liés aux légendes occultes japonaises. Si vous voulez en savoir plus sur ce temple mystique et énigmatique, n'hésitez pas à retrouver une vidéo qui est consacrée sur la chaîne Connexion Japon. Quant à moi, je continue mon aventure. Bonjour à tous, j'ai l'impression d'être dans un manga. Désolé pour ma sale tête, je viens de me réveiller à peine. Donc là, j'ai dormi chez Shizu-san, donc la designer japonaise que vous pourrez voir sur le trailer du Karamanga. Alors je ne sais pas si au moment où je vais filmer cette vidéo, j'aurai déjà fait le montage de ce trailer ou pas. Et je viens d'apprendre à l'instant, enfin j'ai appris hier que le gouvernement avait carrément loué un château pour qu'elle puisse faire son défilé de mode au mois d'octobre. Donc j'ai envie de dire bravo Shizu. Quant à nous, notre aventure nous attend dès maintenant. C'est parti. Récapitulons. Nous allons faire beaucoup de routes, environ 4h30 de route pour aller jusqu'à Hiroshima et ensuite nous nous rendrons donc à la montagne Iba. Donc Iba Mountain, d'où le nom du Ibagom. Nous avons beaucoup de chance, nous avons réussi à décrocher un rendez-vous avec le référent du Ibagom. Ça c'est cool, ça a été assez compliqué. Ça demande une organisation
très spécifique. Et je peux vous dire que côté organisation, les Japonais ils sont très pointilleux. Et c'est là où je tiens à remercier tous les gens qui suivent la chaîne et la soutiennent parce que ils sont allés voir un petit peu le travail qui se fait sur la chaîne et je pense que ça y a joué. On puisse recevoir cet appel nous confirmant le rendez-vous pour dimanche matin à 9h30. Voilà, normalement c'était prévu pour le soir, mais le soir je ne pouvais pas car l'organisation que j'ai ici au Japon est millimétrée. Donc je dois rentrer dimanche après-midi vers Nagoya. Donc impossible de rester là-bas plus longtemps. Et ensuite je dois aller dans la préfecture de Gunma où des choses très étranges s'y passent aussi. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant je vais aller manger un petit morceau et ensuite on va reprendre la route. Yuki-chan, are you ready for Ibagan Adventure? Yes, I'm ready. Pendant que je suis sur la route, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions à Yuki. Et j'essaye de savoir pourquoi il y a autant de disparitions au Japon. Bien sûr, elle m'explique que beaucoup de gens partent et ne reviennent jamais, mais dans des lieux bien précis. Là, je lui parle de disparition où des gens s'évaporent dans des endroits qui ne sont pas du tout réputés, où des gens partiraient pour mettre fin à leur jour. Et effectivement, elle me parle d'endroits reculés où les gens disparaissent, des gens qui n'ont pas du tout envie de se suicider ou qui ont un esprit tourmenté. J'apprends par la même occasion que quand quelqu'un disparaît dans les bois, dans les montagnes japonaises, il est très difficile de le retrouver car elle m'explique que les forêts sont très denses au Japon et même les hélicoptères ont du mal à retrouver les disparus. On ne voit que la cime des arbres. C'est pour cela que les Japonais restent toujours sur le sentier, sur le chemin balisé. Il est très rare que des Japonais s'amusent à aller gambader dans les bois ou s'amuser à se perdre. Ce n'est pas du tout dans leur façon de penser, tout comme la culture de la chasse qui est loin d'être celle que nous connaissons en France. Au Japon, on a plus affaire à de grands pêcheurs qu'à de grands chasseurs. Je pose toutes ces questions à Yuki car je sais que je vais bientôt rencontrer Kyle qui a fait un travail minutieux sur tout ce qui touche les disparitions au Japon et je dois vous avouer qu'il me tarde d'en savoir plus. Donc nous sommes en train d'arriver près de la montagne d'Iba. Je dois vous avouer qu'on est entouré de verdure ici. Nous allons d'abord commencer par aller à la statue, donc à l'entrée d'un village. Il y a la représentation donc de l'Ibagon, donc une grande statue. Donc on va se rendre là-bas. Et donc le village où nous allons nous rendre pour apercevoir cette statue se nomme Shoharashi Saijocho. Voilà, j'ai préféré le faire dire par Yuki parce que moi j'y ne serais jamais arrivé. Monsieur Ibagon, nous voilà.
nous y voici enfin. Voilà la statue donc de l'Ibagon que vous avez ici derrière moi. Et ensuite vous avez bien sûr le panneau. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la statue de l'Ibagon est marronâtre. Alors que d'après les descriptions qu'en font les témoins, il serait de couleur très sombre, voire noire. Il faut savoir que pour faire ce reportage, ça a demandé une très grosse organisation en amont. Ça fait plusieurs mois que j'essaie de prendre contact avec des personnes qui ont des connaissances sur les différentes créatures qui peuplent le Japon. Et nous avons beaucoup de chance parce que certains m'ont répondu et ils vont m'aider dans ma démarche d'en connaître un petit peu plus sur toutes ces choses bizarres qui habitent le Japon, parce que vous allez découvrir qu'il n'y a pas que le Ibagon. Ce reportage est comme ma chaîne, il est fait maison, j'ai pas une grosse équipe derrière moi, et si j'avais un budget télévisuel, je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourrait faire. Allez, on continue l'aventure. Bon, nous voilà à l'hôtel. Il est 11 h du soir. Je suis très fatigué. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu parce que je m'aperçois quand même que tout ça c'est une sacrée organisation. Ensuite, il faut savoir qu'on a fait tomber en panne d'essence parce qu'on s'est retrouvé en plein milieu de nulle part. Donc pour trouver une station à essence, il fallait faire beaucoup de kilomètres avant d'en trouver une. Donc du coup on a eu très peur. Bon, finalement heureusement on était sur la réserve, mais on a fini par trouver une station essence. Donc plus de peur que de mal. Mais ça n'a pas été évident. Demain matin, donc très tôt, à partir de 9 h, en sachant que je vais rejoindre cette personne à Fukuyama. Il y a 1h15 de route, donc ça veut dire que je me lève tôt aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop que je tarde. Je vais aller à la rencontre de Kyle, qui s'est spécialisé dans le Ibagon, qui connaît pas mal de lieux où il serait possible de trouver des structures, certaines empreintes. Donc voilà, j'ai envie d'en savoir plus, donc je vais l'interviewer. Ensuite, j'avais envie d'essayer d'aller aussi un petit peu dans la forêt, voilà, m'acclimater avec le lieu, essayer de trouver certains indices intéressants qui pourraient faire le lien avec l'homme sauvage, le Bigfoot aux États-Unis et donc ce fameux Ibagon. Le problème c'est que après avoir discuté avec pas mal de monde, c'est pas évident. Ici on n'est pas en France, donc les forêts sont très denses, c'est des montagnes, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de plat. Donc du coup, ensuite j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur la faune locale. Donc il y a des ours, il y a des serpents, il y aura des singes aussi, et certaines araignées très venimeuses. Donc en gros il faut faire très attention et on ne peut pas s'aventurer comme ça en mode débutant ou seul, sans accompagnateur. Donc je ne vais pas pouvoir aller prendre ma caméra et filmer de nuit comme je l'aurais voulu, parce qu'il faut que je fasse attention à moi, à ma sécurité, aussi à la personne qui est avec moi. Alors pareil, demain je voulais essayer d'aller marcher sur les sentiers là-bas du mont Iba, mais je sais pas si j'aurai le temps. Encore une fois, mon timing est très serré.
c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Je me suis énormément organisé avant de venir ici, mais malgré ça, je m'aperçois que je manque de temps. Et puis, il y a beaucoup de routes à faire. Financièrement, c'est très cher parce que même si on a l'avantage d'avoir le Japan Rail Pass qui nous permet de prendre le Shinkansen pour aller d'un point A à un point B ici au Japon, je m'aperçois que quand même il y a des endroits où pour s'y rendre, il faut prendre un autre Shinkansen qui lui du coup devient payant, ou alors il faut prendre la voiture. Ça commence à devenir compliqué sur le plan financier, c'est clair et c'est certain. Comme vous avez pu le voir aussi aujourd'hui, on s'est donné beaucoup de mal afin de pouvoir rencontrer le référent de l'Ibagon ici dans la préfecture d'Hiroshima. Il est très demandé. ヒバゴンの足跡とされ JR ビンゴ最上駅の駅舎でお披露目された石膏縦21センチ幅13センチヒバゴンが目撃された当時担当職員として奔走した江木克之さんも公開を歓迎します。 Et en plus, au moment où je me trouve sur les lieux donc où j'aurais pu faire sa rencontre, lui n'est pas là, il ne revient que dimanche. Donc, on a pu avoir un rendez-vous sur le dimanche soir. Mais bon, moi j'ai un planning à respecter, voilà, j'ai une organisation assez précise à laquelle je dois rester très fidèle. Donc je peux pas voilà, m'amuser à faire du hors-piste comme ça ou à prendre du temps à droite à gauche parce qu'à côté on m'attend ailleurs. Mais heureusement, en expliquant que je venais de France, que j'avais une chaîne qui s'appelait Connexion Mystère, il a dû apprécier le travail qui a été fait et du coup on a pu avoir le rendez-vous dimanche matin, ce qui est génial. Ça va me permettre de rencontrer Kyle demain, dimanche le référent de l'Ibagon. Donc ça va être, c'est super. Par contre, en ce qui concerne d'aller sur les lieux, essayer de trouver certains indices, ça va être compliqué. Donc je vais essayer de plutôt m'orienter, on va dire, sur les personnes qui connaissent l'histoire de l'Ibagon, ce qui s'est passé à l'époque lors des témoignages, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages dans les années 70 et début des années 80. Comment vous dire, depuis que je suis arrivé au Japon, dès que je suis arrivé, il y a 2 jours où j'ai pas dormi. Donc j'ai commencé à dormir à partir du 3e jour. C'est pas évident. Bon, j'adore, hein, je me plais beaucoup au Japon, mais en tout cas voilà, je me suis beaucoup investi dans ce projet, que cela soit personnellement ou financièrement. Donc j'espère que cette vidéo vraiment va vous plaire. Hein. Sachez que voilà, hein, c'est une chaîne artisanale. Hein. C'est fait avec le cœur, c'est fait avec la passion avant tout. Moi, je vais aller me coucher, je vous laisse et puis rendez-vous pour la suite. Bon, écoutez, je viens de me lever il y a pas très longtemps là. J'ai pas mal de cernes. J'ai dû dormir 4-5 heures. Donc je vais aller retrouver Kyle dans pas très longtemps. Là on va prendre la route, on a à peu près 1 heure et quart de route pour arriver jusqu'à Fukuyama. Et je me suis aperçu que hier on m'avait rajouté dans un groupe qui s'appelle Dogman Researcher Organization, et donc il y a plein de témoins qui sont réunis et qui échangent entre eux. Et je pense que c'est la personne avec qui je suis en contact aux États-Unis qui tient une conférence majeure là-bas qui m'a rajouté. Et donc j'ai échangé un petit peu avec les gens et j'ai appris énormément de choses. Comme un témoin qui a vu le Dogman en Irlande du Nord, en Australie. Donc pour ceux qui pensent que c'est juste en France ou aux États-Unis, c'est raté. Il semble que ça soit vraiment un phénomène mondial. Et ça, je l'avais dit depuis longtemps. Donc voilà, je me suis aperçu qu'il y a tellement de témoins que si je prenais le temps de parler avec eux et d'enregistrer leurs témoignages sur la chaîne, ça me demanderait une vie entière, je crois. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça très intéressant et enrichissant d'apprendre tout ça. Maintenant, let's go to Fukuyama.
Donc maintenant nous allons aller à la rencontre de Kyle, un spécialiste de l'Ibagon qui a même écrit un livre sur le sujet. Et vous allez voir qu'il a beaucoup de choses intéressantes à nous dire. Hello Kyle! Monsieur Gundel, welcome. My to see you. pleasure, my pleasure. Come Good on to in. see you too. Have a seat. Thank you. So you've come to find the Hebagon. Yes! I need to find. I can help So you. I need your help. I can help you. Exactly. So Kyle, in first time, I would like to say thank you to receive me here in your place. Oh no, thank you for coming. I appreciate it. Really, so it's a really pleasure to have you in front of me to talking about your book and of course Ibagon subject. Yes. So I will even introduce yourself in first time. Well, thank you. My name is Kyle Brink. Je m'appelle Kyle Brink et je viens du Canada. I've been Je living vis au in Japan Japon for depuis 27 ans, 27 years, dans la préfecture here in d'Hiroshima. Prefecture. And I J'ai started commencé à looking at the étudier l'Ibagon il y a 3 ans, 3 years ago. et j'ai découvert que l'histoire était plus complexe que je ne l'avais imaginé. Why you have this passion about Ibagon? Pourquoi cette passion pour le Ibagon? Je pense que les Ibagons ont une fascination similaire à la nôtre. Parce que les Ibagons, les Sasquatch, les Bigfoot sont si proches de nous, mais si différents aussi. Tout cela est simplement intéressant. Et il y a le mystère, un lien avec Connexion Mystère. Je pense qu'ils ont une fascination similaire à la nôtre. Certains des endroits où nous trouvons les Ibagons sont des endroits où ils se faufilent, comme à la lisière de la forêt et de la ville. Il y a un endroit où je vais. C'est derrière un hôpital. Et les Ibagons descendent de la forêt pour aller derrière cet hôpital tous les 15 jours, je dirais. Pendant très longtemps, je me suis dit, pourquoi choisissent-ils cet endroit? J'y suis allé un soir, et j'ai été frappé par le fait qu'ils ne ferment pas les rideaux à l'hôpital. Vous et moi, dans ma maison, nous fermons les rideaux la nuit en principe. Mais dans cet hôpital, il semble que non. L'Ibagon peut donc s'asseoir dans la forêt et nous regarder comme si c'était la télévision. Ils peuvent voir les gens se promener, faire leur travail. Ils s'intéressent donc à nous et je m'intéresse à eux. I feel, and you're right, I feel Ibagon species is more curious about human. Oui, je crois qu'elle l'est. Et je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Yes. Je pense que l'Ibagon pourrait potentiellement être dangereux. Je pense qu'il y en a de mauvais. En général, je pense qu'ils sont en sécurité là où ils sont. S'ils voulaient nous tuer, il n'y aurait personne de vivant dans les campagnes, car ils nous surpassent dans tous les domaines physiques. Ceci dit, je crois qu'il y a quelques mauvaises rencontres parfois. I see also during my visit in Japan, the forest here have a very big density, and Japanese people always time stay in the right way, on the right way. Don't go to jump into the wood in forest. Ils restent sur les sentiers. Exactly. So I think it's a perfect place to Ibagon to hide. C'est vrai. C'est très luxuriant. La visibilité est très mauvaise dans la forêt. Le terrain est très accidenté. Tout est vertical. Yes, always time like this. Les terrains sont très difficiles et sinueux. No long flat trail. Il n'y a que le long des côtes, le long des rivières, qu'il y a des plaines inondables plates.
Mais dans les collines et les montagnes, tout est très vertical. I have an important question about this page. I never have heard about this kind of disappearance people. Oui, c'est une très bonne question. Le Japon a 47 préfectures, comme des provinces ou des États. Chaque préfecture a ses propres forces de police. Et elles travaillent indépendamment les unes des autres. Mais au-dessus d'elles, il y a l'Agence nationale de police qui coordonne et supervise toutes les 47 polices préfectorales. L'Agence nationale de police tient une liste des personnes mystérieusement disparues. Et cette liste est très intéressante. It's just national. Oui. So maybe it's just my idea. Maybe finally you have more. Oh, il y en a plus. Okay. Il y en a beaucoup plus que nous pouvons l'imaginer. Yeah, exactly. Mais la police nationale conserve le minimum. Je les ai classés par ordre dû au taux de disparition. Tokyo est la plus grande ville du Japon, l'une des plus grandes du monde. Le Japon a un faible taux de criminalité, mais Tokyo a un taux de criminalité plus élevé car elle est la capitale. Pourtant, elle est en bas de la liste avec, la dernière fois que j'ai vérifié, 0 cas. 0 cas de personnes mystérieusement disparues à Tokyo. Et si on descend dans la liste, la préfecture avec le taux le plus élevé est Nara. Yeah, Nara is crazy. Ouais, c'est intéressant. Nara a le pourcentage le plus élevé de terres inhabitables. Nara a seulement 10% de terres habitables par les humains. 90% est considéré comme inhabitable. Il me semble donc que Nara serait la parfaite réserve pour le Ibagon. Elle a de loin le taux le plus élevé de terre pour pouvoir se cacher. La deuxième préfecture un pourcentage élevé est Hiroshima. Le taux de personnes mystérieusement disparues ici est plus de 300 fois supérieur à celui de Tokyo. Plus de 300 fois. It's very interesting because when I read this result, if I compare with Aokigara, Suicide Forest, close to Fujisan, people going there for make something, so Yes. suicide. But Hiroshima, Nara, this city don't have this kind of reputation. It's crazy to thinking how much people disappeared there. Is so, and Hiroshima, Nara is a place close to have Ibagon sighting, right? C'est vrai. Nara a beaucoup d'endroits qui portent le nom d'Oni. Oni signifie diable, démon, et je pense que c'est l'un des noms de l'Ibagon peut-être. La préfecture d'Hime, la préfecture de Yamaguchi, ici, juste autour d'Hiroshima, puis Guma, Niigata et Gifu. Dans ces trois préfectures, vous pouvez voir où elles se trouvent sur une carte. La même créature est décrite de la même façon. Ils lui ont juste donné un nom différent. Ils l'ont appelé le Satori, d'autres l'appellent Satoru. Parce que je pense qu'ils ont reconnu qu'il s'agissait d'un animal avec une conscience,
de type humain. Certains témoins ont dit du Satori qu'il pouvait lire dans l'esprit des gens, qu'il savait ce que vous pensiez et qu'il pouvait sentir si vous aviez de bonnes ou de mauvaises intentions. Yeah, but when I read this, it's hard to think this creature is super kind. Yeah, it's very hard. J'ai du mal à l'imaginer tout le temps amical avec nous. Je pense que la plupart d'entre eux sont pacifiques bien sûr. C'est ce que je pense. Ils ne peuvent pas être en guerre contre nous tout le temps. On le saurait sinon. Mais je pense qu'il y a certaines de ces créatures qui doivent être agressives aussi. Kyle, you think these appearance have a link with Hibagong, and maybe it's Hibagong hunt these people or eat human maybe? J'ai bien peur que oui. Les victimes disparues sont toujours plus petites. La police a 5 classifications au niveau du type de corps. Cela va de maigre, mince, normal, en surpoids et gros. La police est très directe. Toutes les victimes sont normales ou en dessous. Mais la majorité d'entre elles sont soit minces, soit maigres. Donc les personnes disparues sont petites et légères. Faciles à transporter si je peux dire. La plupart d'entre elles sont des personnes âgées, handicapées ou des enfants. It's like a tactical hunting. Oui, oui, oui. Maintenant, chaque fois que nous pouvons trouver où une personne a disparu, l'endroit précis, il y a des règles qui s'appliquent. Je constate que le ciel est toujours couvert. Les gens ne semblent pas disparaître les jours ensoleillés. Il y a toujours des nuages. Oui, je pense que si l'Hibagon est avant tout une créature nocturne, ses yeux sont très sensibles à la lumière. Peut-être qu'un jour ensoleillé, il ne voit pas très bien. De plus, par temps nuageux, le contraste diminue dans la forêt. Il n'y a pas ces fortes différences d'ombre et de lumière, il est donc plus facile de voir plus loin. J'ai été chasseur au Canada, et je préférais chasser par temps nuageux. Dans tous les cas, on sait le plus souvent où la victime a disparu et à quelle heure. Je vérifie toujours le temps qu'il a fait au moment de la disparition. J'ai remarqué que le vent vient toujours du côté de la victime, vers la forêt ou la montagne. Ceci à quasi 100% du temps. Si les Hibagons prennent des gens, ils ne prennent aucun risque. Ils ont l'avantage du terrain. Ils ont une discipline militaire parfaite. I like you have take time and reflection to thinking of all of that, like weather, type of people. So with this whole of information now you can maybe create the link between disappearance people and Hibagong and another creature. Oui, ça pourrait être une autre créature. Mais nous avons le profil de quelqu'un qui a des tactiques et des règles très clairement définies. Il a une discipline de fer. It's possible for you to share this story about this woman have disappeared recently. Oui, il y avait une jeune femme à Hiroshima. C'était une femme forte. Elle faisait du judo. Elle était très bien classée dans sa discipline, mais elle s'est blessée à la hanche.
Elle était donc techniquement handicapée. Elle travaillait dans un jardin botanique. C'est en bordure de la ville, juste à côté des montagnes. Cette jeune femme a disparu, et quand la famille a porté l'affaire à la police, celle-ci a de suite essayé de localiser son téléphone. Eh bien, il a émis un signal au sommet d'une montagne surplombant le jardin botanique où elle travaillait. Et pendant que la police regardait, le signal s'est déplacé. Il s'est déplacé à l'arrière de la montagne, là où il n'y a aucune route, puis le ping du téléphone a descendu la pente de cette montagne rapidement, puis juste après, le signal était sur la montagne suivante, puis tout droit jusqu'à redescendre sur le flanc de cette autre montagne. Le signal a continué jusqu'à la montagne suivante, tout cela presque en ligne droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt ou de stop. C'était incroyablement rapide et incompréhensible. Un humain ne peut pas faire ça. L'individu qui se déplaçait ne tenait pas compte du terrain ni des routes quand il y en avait. Le plus étrange et aussi le plus triste est que le corps de cette femme n'a jamais été retrouvé. Jamais. C'était une jeune femme avec un problème à la hanche. Elle n'aurait pas pu escalader des montagnes comme ça. Même l'alpiniste le plus fort du monde n'aurait pas pu la porter en haut et en bas de la montagne comme ça. Donc j'ai du mal à expliquer ça sans l'hypothèse du Ibagon ou une autre créature mystérieuse. Oui. Deux garçons jouaient dans leur jardin. C'est dans une région très rurale, près d'une petite montagne. Oui, au cours des dernières années. Dans les montagnes, leur grand-père les surveillait. Le grand-père a été distrait un instant et quand il s'est retourné, l'un des garçons avait disparu. C'était très court. Je crois que les garçons avaient 4 et 2 ans. Ce qui a enlevé le garçon a été d'une rapidité et d'une furtivité sans égale. Il prit le garçon de 4 ans. Il laissa donc le garçon de 2 ans. Ce jeune rescapé de 2 ans n'était pas capable de parler, d'aligner un seul mot. Il était incapable de dire ce qui s'était passé. Celui qui a fait ça avait une vitesse et une agilité surhumaines, une dextérité à toutes épreuves, pour entrer dans cette cour et en ressortir avec un garçon de 4 ans. Oui. C'est vrai. Et celui qui l'a fait a dû guetter l'occasion parfaite. Ces cas ne rentrent pas vraiment dans la catégorie des crimes humains que nous connaissons. Alors que se passe-t-il? Kobe University have work on research Ibagon. Oui, c'est exact. L'Ibagon a fait irruption sur la scène il y a 50 ans. C'est alors qu'il a reçu le nom d'Ibagon parce qu'il est apparu autour du mont Iba. Mais des créatures ressemblant à l'Ibagon ont été signalées depuis des siècles ici. Et l'une des meilleures sources, ce sont les archives impériales, car les empereurs avaient l'habitude d'envoyer de véritables armées dans les montagnes pour des campagnes d'extermination des Oni. Les Oni, vous savez, ce sont les démons ou les diables. Eh bien, il existe des campagnes historiques d'extermination des Oni. L'un d'eux est décrit comme un grand humanoïde poilu doté d'une force surhumaine,
with superhuman strength, Yeah. who's Qui est effrayant et dangereux. Ça ressemble beaucoup à l'Ibagon pour moi. So whenever these Oni, Les Oni sont devenus hors de contrôle. Par exemple, il y a des cas de femmes enlevées au nord de Kyoto à cette époque. Elles disparaissaient du jour au lendemain sans laisser de traces. L'empereur l'a découvert et a ordonné à l'un de ses généraux d'emmener une armée dans les montagnes, puis de localiser et de détruire les Oni. Ce qu'ils ont fait. La grotte où ils les ont trouvés est connue. Nous pourrons la visiter la prochaine fois que vous viendrez au Japon. Yes, I hope to come back here in Japan and enjoy to go directly on spot sighting with you and maybe your friend also and research some proof. Oui, je pense que nous devons faire cela. For people understand something happened in Japan, and I think we need to take this information very, very seriously. Oui, je suis d'accord. Et nous devons l'aborder de façon scientifique, sans les plaisanteries. Beaucoup de youtubeurs jouent à des jeux malsains et créent de faux éléments. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie, c'est sérieux. Je dirais même mortellement sérieux. We talk, people disappear. We need to be careful, serious, and of course, let's go to research some proof or education to explain the Hibagong or another creature like this. We hide into the Japan wood forest in the mountain, wait for hunt you. I don't want to use kill you, but it's almost the same finally. So. Je suis d'accord. Il y a eu une autre affaire. C'était une histoire très célèbre. Je crois que c'était la plus grande chasse à une personne disparue au Japon. Il s'agissait d'une petite fille à Yamanashi. Elle a disparu dans un terrain de camping. Elle était la dernière d'un groupe d'amis. Elle a été enlevée à l'arrière de la file d'attente. La personne qui a fait ça était tellement rapide qu'elle a enlevé une petite fille sans même qu'elle puisse crier. Elle n'a même pas eu la possibilité de crier. Elle a juste disparu. C'était, encore une fois, réalisé avec toutes les règles que nous voyons, les schémas se répètent, c'était un jour de grand froid. Le vent allait de la fille vers la forêt. La disparition a été soudaine. Oui, c'était la plus grande recherche pour une personne disparue dans l'histoire du Japon. Des milliers de personnes ont cherché cette fille. Et 3 ans après, on la trouve. Juste des os. Je ne crois pas qu'il soit possible que des milliers de chercheurs et de chiens aient manqué ces os, qui à l'époque auraient eu de la chair sur l'os. Return the bones. Yeah, return the bones. Exactly. Why? Who knows? Strange things. Because I think if the bones return, I feel you have some signification. Je me demande si la fille a pu être enlevée par un individu et les os rendus par un autre individu. Peut-être comme un geste de remords. Nous sommes désolés. Du genre, nous sommes désolés que l'un des nôtres ait enlevé cette fille et nous voulons améliorer les choses donc nous allons rendre ses os. Je ne sais pas.
Après avoir bien écouté Kyle sur ses affaires de disparition, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces youtubeurs qui racontent toutes ces histoires mystérieuses afin de faire frissonner le grand public. Et je retrouve énormément de similitudes entre toutes ces histoires et celles que vient de me raconter Kyle. Voilà pourquoi je vais, à partir de maintenant, vous donner ma vision des choses, mon point de vue. Tout cela, bien sûr, n'est que théorique. Déjà, dans un premier temps, on peut remarquer que ce phénomène de disparition, d'enlèvement, de kidnapping est mondial. Il ne se limite pas juste aux États-Unis. Autre chose d'encore plus inquiétant, c'est que lorsque l'individu disparaît, que cela soit un enfant ou un adulte, cela se fait en seulement quelques secondes. Ce qui veut dire que la chose, l'animal ou la personne qui enlève, kidnappe, fait disparaître l'enfant ou l'adulte a une façon de faire qui a été répétée de nombreuses fois. Car j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'échec. Sa furtivité, sa rapidité est sans égale. La personne qui est enlevée n'a même pas le temps de crier ou alerter d'une manière que ce soit pour signaler que quelque chose est en train de se passer. Le pire, c'est que souvent, il y a des personnes à seulement quelques mètres lors de cette disparition. Pourtant, les gens qui auraient dû être témoins expliqueront qu'ils n'ont absolument rien entendu. Comment cela se fait-il ? Nous avons donc là quelqu'un qui a un schéma tactique bien précis. Est-ce qu'on peut aussi parler de tactique de chasse ? Pourquoi pas ? Ce qui est troublant dans cette première étape de l'enlèvement, de la disparition, c'est l'agilité avec laquelle cette chose agit. Comment cela se fait qu'il n'y ait pas de traces au sol ? Comment cela se fait qu'il n'y ait absolument aucun indice lors des recherches ? On a l'impression que le disparu s'est complètement évaporé de la surface de la Terre. Deuxième point qu'il me semble important d'aborder, c'est que des années après cette disparition, des gens retrouvent sur les lieux, sur l'endroit même où l'individu a disparu, des ossements ou des habits, voire même les deux. Le plus étrange, c'est que les habits ne laissent pas entrevoir qu'ils ont été abîmés par le temps, alors que des années se sont déjà écoulées. Comment cela se fait-il que les habits ne soient pas dégradés en fonction du temps où ils sont restés à l'endroit supposé, en sachant que le climat est à prendre en considération. Donc il est étrange de retrouver ces habits sans ces éléments qui nous laisseraient penser qu'effectivement ces habits ont toujours été là et qu'on est juste passé à côté. Pour les os, comment cela se fait-il aussi que les os soient placés à un endroit bien précis, bien voyant, comme s'il fallait qu'on y tombe dessus? Ce qui est étrange, une nouvelle fois, c'est qu'ils sont retrouvés, autant les os que les habits, à l'endroit même où la personne a disparu, voire dans la zone environnante, sachant que tous les organismes de recherche ont déjà fouillé de fond en comble toute la zone, mais cela sur des kilomètres carrés à la ronde. Ils auraient donc dû tomber à un moment ou à un autre sur ces vêtements ou sur ces ossements. Donc on peut bien voir que quelque chose ou quelqu'un revient placer ses os ou ses habits, voire les deux, des années après. Il y a une question de morale derrière cet agissement, derrière cette action. Comme si on voulait nous faire part de la confirmation de la mort du disparu. Et ce schéma d'approche et ce schéma de clôture, de fin, se retrouve dans la plupart des disparitions mystérieuses. Alors bien sûr,
la majorité des gens qui disparaissent sont soit retrouvés, soit on connaît l'aboutissement de l'histoire quelques semaines, quelques mois, quelques années après. Mais cela n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de vous exposer. Surtout, et sachant que les faits sont là. Comment peut-on enlever un enfant ou un adulte en seulement quelques secondes, sans faire le moindre bruit, sans faire la moindre trace? Et pourquoi revenir des années plus tard, replacer des habits ou des ossements, alors que, normalement, cela aurait dû être retrouvé lors des recherches? Surtout que c'est pas comme si ces objets appartenant aux disparus étaient cachés ou difficiles à trouver. Ils sont sous nos yeux, posés d'une manière à ce qu'il soit très difficile de ne pas les voir. Donc il y a une éthique morale à ce moment-là. Ce qui permet par la suite donc de clôturer l'affaire et d'avoir le fin mot de l'histoire pour les proches. Ce qui est plutôt bien. Mais par contre, dans le fond, tout le reste est très nébuleux. Au final, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis simplement un enquêteur amateur avec une chaîne YouTube. Je ne suis pas un enquêteur professionnel, je ne suis pas un policier chevronné. Et c'est pour cela que je lance un appel à tous ces gens qui ont une réelle connaissance du terrain avec beaucoup d'expérience. Parce que il faudra bien qu'un jour, des gens essayent de comprendre. Car au bout d'un moment, même si ces disparitions sont très rares et font partie d'un petit pourcentage, elles sont quand même là, elles existent. Et au lieu de balayer ces informations d'un simple revers de main, les mettre de côté, il faudrait plutôt qu'on s'y intéresse et qu'on agisse pour le bien de ceux qui vont peut-être disparaître dans le futur. J'ai clairement l'impression que quand l'enlèvement, quand la disparition se fait, j'ai l'impression que cela vient des airs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'empreinte au sol. En tout cas, de ce que j'ai pu entendre de ces disparitions. Donc, tout laisse penser que ça pourrait provenir d'en haut. Donc, par voie aérienne. Mais il faut aussi que ça soit très agile, furtif et doté d'une sacrée rapidité. Bien sûr, on ne peut pas enlever le phénomène ufologique à l'équation. Mais par contre, j'ai du mal à penser qu'un Ibagon ou Bigfoot ait pu faire ça. Même si, encore une fois, je peux me tromper et ces créatures pourraient en être tout à fait capables. Mais vu la taille et le poids, je me dis qu'il devrait quand même laisser un minimum de traces, ou même quand il court, ça devrait faire du bruit. Donc j'ai du mal à me dire que ça soit ce type de créature qui puisse enlever ces gens. Après, bien sûr, les liens que fait Kyle avec les différentes observations du Ibagon pourraient prouver le contraire. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus rejeter cette thèse, la mettre de côté. Beaucoup de gens au Japon parlent d'avoir vu un ptéranodon. D'autres parlent du tengu. Mais ça, on y viendra sur la deuxième partie du reportage. Dernièrement, j'étais sur l'organisation d'un battle de danse international où j'ai rencontré la championne d'Écosse. Et donc, elle était, il n'y a pas très longtemps, en tournée au Japon pour faire ses prestations de danse. Et au moment où j'échangeais avec elle, où on faisait connaissance, je lui ai fait part de mon intérêt auprès du mystère et que j'avais une chaîne YouTube liée à cela. Et sans savoir quel sujet je traitais spécifiquement, elle me raconte qu'au Japon, avec ses grands yeux, elle me dit qu'au Japon, elle est persuadée d'avoir vu en haut d'un lac, et ensuite cette créature est passée derrière le flanc de la montagne et a disparu. Elle me dit, je l'ai vu au-dessus du lac et ça ressemblait à un dinosaure. Et elle me décrit un ptéranodon, quoi. C'est carrément fou. Et elle dit que ça n'a pas duré longtemps, et ça allait très très vite.
Et puis c'est passé derrière la montagne ensuite, et c'est là où ça a disparu. Et elle me dit ça allait très vite parce que je tapais les gens à côté de moi pour leur dire regardez, regardez, regardez ce qu'il y a là-bas. Mais le temps qu'elle tape et qu'elle explique qu'il y a quelque chose de louche qui survole le lac, la créature, donc ce qu'elle me décrit comme un ptéranodon, était déjà passée de l'autre côté de la montagne. Je pense pas qu'elle se moquait de moi, en sachant qu'elle ne me connaissait absolument pas, et elle savait pas encore quel sujet je traitais sur la chaîne. Parce que, comme on le sait, le mystère est vaste. Il est important pour moi de partager cette histoire pour vous faire rendre compte que si on commence à parler de certains sujets avec les gens, parfois ils s'ouvrent plus facilement. Et ça nous permet d'entendre, d'écouter ce genre d'histoire. En tout cas, ça donne du lien, ça donne de la consistance, ça donne de la matière à mon travail que j'ai réalisé là-bas au Japon. Je pense en avoir fini avec ma thèse. Encore une fois, je tiens à le préciser, mais tout cela n'est que théorique, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas vous, de votre côté, ce que vous en pensez, mais pour moi, tout porte à croire que les choses se font par les airs. And Kyle, you have already watching this video when you can see the skeleton. The skeleton about Ibagon. Seems like Ibagon. Do you think it's fake or real? No, I believe it's real. Il y a 6 ans, Fuji Television, l'une des 3 plus grandes chaînes du Japon, est descendue à Hiroshima pour faire une rétrospective sur l'Ibagon. Ils ont interviewé notre bon ami, Eggy, le spécialiste du sujet. Je vous le présenterai la prochaine fois. Oh, nous allons le voir demain. Dites-lui bonjour de ma part. Dites-lui bonjour. Dites-lui que nous sommes amis. Et dites-lui que j'ai trouvé des empreintes le mois dernier. Oui, je crois que le corps est réel. J'ai montré les photos à plusieurs médecins, plusieurs dentistes, plusieurs vétérinaires et un primatologue très sceptique qui habite à Tokyo. And a lot of professional men
A lot work of on these professionals. bodies. Yeah. Okay. And everybody Et tout le monde est agrees d'accord pour that dire que whatever quoi que it ce is, soit, it's c'est a un vrai real corps. body. Now, some Maintenant, people have certaines gone personnes sont allées à l'étape suivante to et the ont next dit, step and eh said, bien, well, ce this doit must être be l'Ibagon. Hibagon. Most don't La go plupart that ne vont far, pas aussi loin, but they all mais ils agree sont tous d'accord it's pour a dire que c'est un real vrai corps dead mort, body. et And quand je when leur I demande ask ce them que what it c'est, is, can you s'ils peuvent identify it? l'identifier comme un animal They say connu, no. ils There's no répondent non. known animal. We Donc don't ce n'est pas multiply un animal que nous monsters, so connaissons. I think Nous there's ne only one multiplions pas answer. les It has to monstres, be the donc, Hibagon. That's okay. It's really interesting to know have a lot of professional for proof that's real. And I see also, if I remember, Kobe University. Kobe University. c'est a une very très good bonne university. université. Yeah, have concluded Hibagon exists. Yeah, Kobe Oui, University and l'université de Meijō Kobe et University l'université Meijō sont venus ici à Hiroshima et ont fait une grande enquête sur le phénomène il y a de ça 50 ans. 50 years ago. Both Les deux research équipes de teams recherche se sont accordées à dire que that quoi que ce whatever soit, it is, c'est it's réel. real. Okay. Now, the Maintenant, Hiroshima la police d'Hiroshima seem semble to être agree, d'accord avec eux. because in Car à Shobara, Shobara, le police quartier headquarters, général de la they police, keep a Hibagon ils exposent une handprint empreinte de main on d'Hibagon. display. That seems to me Cela to me be semble être une marque an laissée par l'Hibagon. endorsement of the Hibagon. Of course. Et ce n'est Now, peut-être it pas may là. not be there. C'est peut-être à la Maybe at gare. the train station. C'est Joyuki. Seijoyuki. That's at the C'est Seijoyuki peut-être train l'empreinte de la station police on qui est display. exposée à la gare de Seijoyuki. Maybe check. Alors vérifiez avant. Kyle, I would like to know if it's possible to show me some maybe picture or video you have taken around the Iba Mountain or Fukuyama. Sure, I Oui, can show you. ok, tu veux venir avec moi? Yeah, of course. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons écouter ce qu'a à dire Kyle par rapport aux photos qu'il va nous montrer. Et il a une histoire intéressante qui est liée à sa dernière petite sortie en famille. Kyle, I would like to know this story with your family. Bien. My family's Notre come famille close semble to the s'être Hibagon approchée d'un several Hibagon à times. plusieurs reprises. Sometimes close Parfois enough assez to près pour le smell them. sentir. But this was Mais a ce special voyage était trip. spécial. This was on C'était Mount sur le Hiba. mont Hiba. It's the very C'était la end of toute the fin de la season. saison. I believe they Je crois qu'ils ont closed the fermé les routes roads menant into à la the mountain montagne le lendemain. the very next day. Et So comme we're vous really pouvez le pushing. voir, And as il you y a can de la see, neige au sommet de la it's montagne. snow on top of the mountain. It's Il fait cold. froid.
Mes enfants se plaignent et finissent par pleurer parce que leurs chaussures sont mouillées, leurs chaussettes sont mouillées. C'est juste une journée qui n'est pas évidente. Tout au long de la montée dans les bambous, d'un côté ou de l'autre du sentier, nous avons entendu des bruissements d'un grand animal ou d'une grande créature qui restait toujours hors de vue. Quand nous sommes arrivés au sommet, nous avons décidé d'annuler cette excursion parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Alors nous avons enlevé les chaussures et les chaussettes des enfants et nous avons essoré l'eau de leurs chaussettes. Il n'y avait personne derrière nous à cause du mauvais temps. Nous étions donc les derniers à monter et les premiers à descendre. Et en descendant, nous avons trouvé ce bâton coincé au milieu du sentier. C'est ici, vous pouvez voir les jambes de ma fille. Elle avait 5 ans à ce moment-là. Donc, les jambes d'une fille de 5 ans. À peu près la même épaisseur de ce bâton, peut-être 6 cm de diamètre. Oui, il est fraîchement cassé. Voici une partie jetée dans la neige ici. Cette branche de plus d'1 mètre de long a été plongée, poussée, profondément dans l'argile gelée du sentier. Eh bien, il faut être plus fort que moi. Oui, il faut une force conséquente pour faire ça. J'ai essayé de soulever le bâton et avec 2 mains, je n'y arrivais pas. C'était au milieu du sentier, on a dû le contourner en descendant. C'est impossible qu'on l'ait raté en montant. I imagine someone have taken this stick and broken and push into the ground. Dans le sol gelé. Frozen ground. But what is the signification? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un cadeau. J'aime penser que c'est un cadeau amical. C'est mieux de penser comme ça. Peut-être que c'est une démonstration territoriale. Peut-être que c'est une menace. Oui, ça pourrait être. Quoi qu'il en soit, c'est très frais. Ça a été fait dans les minutes qui ont suivi notre passage. Et ça a été fait avec une force surhumaine. Et c'est juste sur le mont Hiba. Oui, nous avons entendu quelque chose qui nous précédait, toujours plus haut que nous, et toujours hors de vue, mais qui nous gardait en vue. Ça a traversé les bambous. C'était très bizarre. Bien sûr. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'aime faire la promotion de ce livre, écrit par un de mes amis, Monsieur Christopher Noël. Il s'agit d'un guide de terrain sur les structures de Sasquatch. Il montre certaines des structures de Bigfoot les plus courantes en Amérique du Nord. Il y en a 50 dans le livre et j'ai trouvé la plupart d'entre elles dans la préfecture d'Hiroshima. Exactement les mêmes designs. C'est un bon exemple. Voici un X fait de 3 bois. 1, 2, et puis 3. Vous pouvez voir que cet arbre est vivant. Et à la base est cassée. Et il n'y a pas de système racinaire ici. Et puis le numéro 3, dans cette direction, c'est aussi pelé, cassé à la base, pas de système racinaire. Someone have taken this tree to put between them. Oui. Je n'arrive pas à imaginer une combinaison de circonstances naturelles qui produirait cela. Non. Psychologiquement et physiquement, c'est impossible que des Japonais fassent cela. Et ici, dans le guide, on peut voir exactement la même structure. C'est un petit tipi.
Il est possible qu'un humain puisse le faire, mais il est important que les gens comprennent qu'on est au milieu de nulle part. For people understand, it's middle of nowhere. C'est vrai, c'est hors sentier, et il est vraiment inconcevable que quelqu'un parte dans la nature et crée ces choses-là. Autour de ce tipi, vous pouvez voir de nombreux bâtons qui semblent avoir été ramassés, apportés, essayés comme candidats pour fabriquer le tipi. Certains d'entre eux ont été rejetés, et certains d'entre eux ont été utilisés. Yeah, someone use a branch on the floor and makes something, I don't know. Because I have find in France, but in France you have bushcraft, hunting culture, so it's maybe possible to imagine someone to make this, to do this. C'est intentionnel ça, regarde. Alors attends, ça aussi, c'est quand même bizarre. C'est intentionnel parce que regarde, il y a un travail, c'est de la couture en fait quoi. En gros, faut pas aller là-bas. Regarde là, ça c'est cassé en deux, c'est mis là, comme ça. Alors, c'est peut-être ce qu'on appelle des signes indiens. Là, le gars qui dit que c'est nous qui l'avons fait, alors on y croit tout. In France, it's possible to imagine it's someone to do this, but in Japan it's more complicated because Japan people stay on the trail. C'est vrai. So Seuls les fous comme moi sortent du sentier. yes, Et c'est là qu'on trouve les structures de Sasquatch. Celle-ci est petite. Il est physiquement possible qu'elle ait été faite par l'homme. Mais celui qui l'a faite a dû lire ce livre. yeah, and why? Et pourquoi? C'est un arbre, pas très épais, peut-être aussi épais que mon pouce. Mais il a été tordu. Vous pouvez voir la direction de la torsion. Par ici. Comment pouvez-vous tordre l'arbre? Eh bien, il faudrait des mains. Je suis sur le mont Iba ici, et nous trouvons beaucoup de ces arbres pelés. Cet arbre est pelé jusqu'ici, peut-être à 3 ou 4 mètres de haut, et l'écorce n'est pas mâchée. Il n'y a pas de marque de dents comme celle d'un cerf ou d'un cochon sauvage. Yeah, or bird. Aucune trace d'insecte non plus. Comme vous pouvez le voir, l'écorce a été enlevée en grandes bandes. Yeah, like take like this and Oui, comme ça et slash, et ensuite jetée sur le sol. Oui. Donc vous avez besoin d'une main. Et encore une fois, d'une très grande force. C'est un magnifique X que nous avons trouvé ici à Fukuyama, à 1 kilomètre de ma maison. Cet arbre est relié à cet autre arbre. C'est un arbre avec 2 troncs.
Celui qui a fait ça a importé ce tronc, qui est pelé, cassé et calé ici pour forcer le tronc à descendre. Cet arbre, qui est également pelé, cassé aux deux extrémités et importé, a été enfoncé dans la terre si profondément et avec une telle force qu'il reste en porte-à-faux. Profondément comme ici, n'est-ce pas? Il faut donc être très fort pour le prendre, le pousser et mettre dans le sol. Il n'exerce aucun poids contre celui-ci. Oui, il est juste penché pour faire le X, mais il n'exerce aucune pression, donc toute la force est sous terre. Il faudrait un équipement lourd et un diplôme dans la physique. Mais là où c'est sur la montagne, même une petite voiture ne peut pas entrer ici, encore moins un gros camion. Et juste pour référence, cette partie, ce bois ici, fait 5 mètres de long. C'est impossible. C'est le tout début de la saison, quelques jours seulement après la réouverture des routes, et nous avons trouvé des empreintes dans la neige. Nous pensons qu'il s'agit d'une empreinte de pas et d'une empreinte de main, et vous pouvez nous en dire plus car vous l'avez montré à votre vétérinaire. Donc, bon, pour cette empreinte qui a été envoyée de la part de ton contact au Japon, ça peut être un fake qui a été fait tout simplement parce qu'un gars a mis sa main dans la, comment je vais dire, dans la neige. Ça peut être lié en fait à notre Ibagon, ça c'est possible aussi. Il semblerait que la taille en fait de la main soit supérieure à la taille de la main d'une main humaine, hein, puisqu'on serait quand même sur du 27 cm de long. Le problème c'est que sur la photo on n'a pas d'échelle et donc je ne peux pas être assez clair sur la taille, la hauteur, la longueur de cette main. Ça pourrait être une main d'enfant comme une main d'un géant. Et sinon, bah, pour le reste, c'est une main donc simienne à 5 doigts, donc c'est une main de primate. Voilà ce que je peux en dire. L'empreinte de cette main mesurait 27 cm de long. Pour comparer, voici ma chaussure, qui va très bien à mon pied, mais voici ma main. Cette main est donc aussi longue que la chaussure, du bout du doigt jusqu'à la base de la paume. Il n'y a qu'un seul homme au monde qui a une main aussi grande. Et c'est un géant serbe qui joue au basket aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il était sur le mont Iba le mois dernier.
Mais la forme est, comme vous l'avez dit, simienne. Elle ressemble à celle d'un singe, elle n'est pas humaine. Vous pouvez voir un doigt, un doigt, un doigt, un doigt, et un pouce opposable. C'est une autre empreinte possible. Et ceci ressemble plus à une empreinte classique de Sasquatch. Nous avons trouvé ces empreintes au bas d'un sentier de chasse. Ce sentier avait beaucoup d'excréments de cerf. Et voici les mains. Voici les jambes de ma femme. Voici la main. J'ai un peu théorisé que nous avions un ibagon accroupi ici dans la position d'un joueur de football américain. Il attend juste qu'un cerf vienne sur ce sentier. Il a même, si vous pouvez voir, une couverture ici. C'est vrai. Je crois qu'il a commencé à tendre une embuscade au prédateur. Donc il est en bas, il est derrière cet écran, accroupi pour bondir, c'est vrai. Le cerf descend, il lui saute dessus, et c'est l'extinction des feux. À la fin de l'année dernière, à l'automne, il n'y a pas eu des dégâts ici. Et quand nous sommes revenus au printemps, tout le devant du toit semble avoir été arraché. Il est possible que ce soit la neige qui l'ait fait, mais vous vous promenez et les autres côtés sont en parfait état. Les dégâts sont seulement sur un côté. Nous avons regardé attentivement, il n'y a pas de pourriture, il n'y a pas de décomposition. Cela a juste été arraché. Est-ce que le gouvernement est au courant pour Ibagon? Je ne sais pas. Mais partout où nous allons sur le territoire du Ibagon, où nous trouvons des structures, où le Ibagon a été repéré, nous trouvons ce signe, zone de protection de la faune, zone de protection spéciale, préfecture d'Hiroshima. À quel point la question est-elle spéciale, je suppose? But it's honest. It don't forget to use this word, special. Oui, et je pense que Ibagon peut être qualifié de spécial. I'm surprised to see this on your computer because in France, last summer, on sighting spots, I have also show the same. Je peux seulement vous dire qu'il y a une très forte corrélation entre les structures d'Ibagon et les zones d'observation et ce signe. Peut-être une coïncidence. Kyle, I would like to know if you have find some tree upside down. Un arbre à l'envers? Bien sûr, j'en ai un ici. Where is? C'est sur le mont Iba. Et vous pouvez voir que c'est la racine principale de l'arbre qui s'est cassée. Ces petites racines se sont cassées. Et l'arbre a été arraché du sol. Je suppose qu'il a été retourné et remis en place. À l'envers. Il a poussé directement sur le sol. Et il n'est pas seulement assis sur le sol. Crazy. Yeah, and here look like also the same things happen in Alaska. Oui. Et il est important de noter que cela a été fait sans outils. Il n'y a pas de marque de coupure qui pourrait le laisser penser. Cassé et coincé. C'est, encore une fois, nous sommes très loin de la route. Loin de tout sentier. C'est exact, et c'est au sommet d'une colline. Il est très difficile d'y faire entrer des machines. So Yuki, you're Japanese, so
Do you think Japanese people do it this? Je ne pense pas. Il est totalement fou de penser ça. Et pourquoi faire ça? Dans quel but? Je ne sais pas. Et encore une fois, ça correspond au numéro 49 du guide de terrain des structures du Sasquatch. Un arbre libre arraché du sol et replanté à l'envers. Ce qui est le cas ici. C'est planté, je suppose, de façon un peu plus agressive. Don't go here. Salut JP! Salut Virgile, ça va? Eh ben écoute, ouais, ça va bien. Je travaille dur sur le reportage là du Japon, la première partie. Et donc j'ai besoin de ton aide. J'ai reçu donc des fichiers vidéo qui montrent des photos d'un soi-disant corps de Ibagon. En tout cas, ça pourrait peut-être l'être. Hein. J'ai donc interviewé Kyle Brink, donc une personne qui est spécialisée sur le Ibagon là-bas au Japon. C'est pour ça que je t'ai mis en relation avec lui, pour que tu puisses déjà échanger avec cette personne et que voilà, tu puisses te faire toi ton idée en fonction des images que tu as pu voir. Et soit nous rassurer, enfin me rassurer en tout cas dans cette démarche d'amener, on va dire, du crédit à ce que tu as vu. C'est-à-dire que oui, on est face à quelque chose de réel et pas de faux. Ou éventuellement, hein, oui, ça pourrait être peut-être une mascarade, disons-le. Donc c'est pour ça, j'ai besoin de toi, je te laisse la parole, je te laisse me dire voilà, l'échange que tu as eu avec Kyle et où tu en es du coup de cette analyse de ces photos. Oui, bon, donc moi j'ai eu ton contact au Japon, hein. Je l'ai eu par mail, j'ai eu la possibilité d'obtenir des photos qui étaient de nettement meilleure qualité que celles que l'on trouve habituellement sur Internet sur ce cas. Et donc en fait ça m'a permis de pouvoir me faire une certaine idée, une certaine approche en tout cas du sujet. Alors, donc il faut savoir que c'est un cold case, hein, c'est un dossier qui est déjà relativement froid. Les photos ont plusieurs années. D'ailleurs, il est probable que les personnes qui sont sur les photos sont décédées à l'heure qu'il est. L'histoire générale, c'est que le fermier serait tombé sur sur le corps de cet animal dans une forêt pas très loin de chez lui. Il en aurait pris donc plusieurs photos, plusieurs clichés. Et puis ensuite, il a enterré l'animal. Donc, alors on ne sait pas où a été exactement pris la photo et on ne sait pas non plus a fortiori à l'heure qu'il est où se trouve le corps enterré. Mais bon, il semblerait que l'animal est enterré à l'heure qu'il est. Donc ensuite, cet épisode s'est retrouvé à la télévision japonaise, donc en 2020 de mémoire, probablement 2020. Et donc de là, ton informateur s'est vraiment intéressé au sujet. Il a essayé de remonter la piste des photos. Il a également revu avec des médecins japonais. Il a vu 4 médecins, des dentistes, un primatologue et un médecin vétérinaire japonais. Il a montré les photos et tous, en tout cas au Japon, s'accordent à dire que le corps qui est en présence n'est probablement pas un fake. Il s'accorde à dire aussi que ce n'est pas une espèce connue. Et il s'accorde à dire que c'est probablement ce qu'on appelle là-bas dans les légendes l'Ibagon, en effet. Bon, alors pour ma part, j'ai bien entendu uniquement eu les photos sous les yeux, je n'ai pas eu le corps. Si on part du principe que ce n'est pas un fake, et tout de suite, on va quand même parler un minimum de cette possibilité. Il faut savoir qu'au Japon,
on n'est pas connu pour être des joyeux drills et commencer à faire des fakes à tout va. Les gens constateront sur les photos que la personne qui a découvert le corps est quand même une personne d'un certain âge. C'est pas un jeune geek japonais qui a envie de faire, qui en faire le clown. Surtout qu'au Japon, il y a le fameux tatemae. Le tatemae, c'est le paraître. Et donc, en règle générale, on essaye de ne pas sortir de la norme. Et si jamais on essaye de dévoiler quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose de réel. On commence pas à faire le joyeux drill pour le plaisir. C'est bien, bien que tu précises ça parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que là, on a une personne donc, qui est déjà d'un certain âge, qui est donc sûrement décédée à l'heure d'aujourd'hui, en sachant que ça date quand même d'il y a un petit moment. Donc peut-être qu'à cette époque-là, on n'avait pas la qualité des téléphones de maintenant. Donc il faut déjà que la personne ait cette idée de prendre déjà des clichés. Il faut préciser d'ailleurs qu'il est fort probable que les clichés au Japon soient des argentiques et ne soient pas du numérique. Ce qui est une preuve plus flagrante de quelque chose de réel, parce que c'est vrai que dans le numérique, maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi. Ben, disons que la nouvelle génération au Japon, éventuellement, pourrait s'amuser à faire des fakes, faut le dire. Mais par contre, l'ancienne génération, non. Donc, en tout cas, on peut raisonnablement, à l'heure actuelle, ne pas exclure que l'espèce qui se trouve sur les photos est quelque chose de réel. Je n'exclus pas un fake, comme toujours. J'y étais pas, j'ai pas pris les photos, j'ai pas fait d'autopsie, j'ai rien fait là-dessus. Mais en tout cas, sur base des éléments que nous avons à notre disposition, tant en ayant discuté avec ton contact, qui est d'ailleurs lui-même un monsieur d'un certain âge, hein, ce n'est pas un joyeux drill, en voyant les personnes qui étaient sur ces photos, je pense qu'on peut raisonnablement penser que ce sont des photos de qualité et quelque chose, en tout cas, d'intéressant. Ceci dit, donc je pars du principe de la bonne foi des personnes. Ceci dit, nous n'avions que des photos. Il a fallu donc tirer des conclusions avec ce qu'il y avait de disponible sur les photos. On va d'abord parler de la végétation. Donc c'est une végétation qui est déjà très développée. Donc on a dépassé le stade du printemps. On est probablement en été ou fin de l'été. Ce qui veut donc dire que vu l'état de décomposition de cet animal, il est mort au moins un mois auparavant. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit plus d'un mois, car il faut savoir qu'après la décomposition de la peau et des poils, les poils se dissolvent très vite et on perd quasiment la totalité de la peau et des poils au bout d'un mois dans des conditions de chaleur, avec énormément de miasmes, avec énormément de fourmis, d'insectes qui sont présents et en fait qui vont manger l'animal. Donc moi, personnellement, à titre personnel, par rapport à ce que je connais dans la dégradation des corps, on doit être sur 3 semaines à 1 mois de post-décès, grosso modo. Bon, ensuite, pour me baser sur la taille et le poids de l'animal, je me suis basé sur la taille et le poids du monsieur qui se trouvait sur la photo. Donc au Japon, la taille moyenne statistique, c'est 1m70. Donc sur cette base-là, j'ai tiré des clichés et donc j'ai pris ma règle et j'ai commencé à rechercher un peu par rapport à la taille du monsieur, quelle pourrait être la taille de l'animal. Alors j'arrive grosso modo à 1m92 à 1m96, grosso modo. Là-bas, au Japon, visiblement, les spécialistes qui se sont penchés sur la question tablaient sur 2 mètres. Ils n'ont pas donné de poids. Moi, personnellement, en regardant les photos et avec une estimation de la taille et de la carrure, je pars sur 120 à 180 kilos, grosso modo. Après, c'est très compliqué de donner une fourchette plus précise, honnêtement. 120 à 180 me semble un bon poids de départ. On peut voir qu'il y a énormément, ce sont des longs poils. Donc c'est un animal en fait qui est taillé pour résister essentiellement à la fraîcheur. Donc il est fort probable qu'il est descendu là, certainement pas de son plein gré, mais qu'il doit vivre beaucoup plus haut en fait dans les montagnes au Japon. Parce que on est en plein été, il faut bien se rendre compte qu'à moins qu'on soit vraiment à la fin de l'automne dans ces zones-là et donc que la fraîcheur commencerait à revenir, ce qui ne plaide pas dans la façon dont le monsieur est habillé sur la photo, c'est probablement un animal qui a dû descendre pour raison X, Y ou Z des montagnes et qui s'est retrouvé là. Surtout que je rappelle que
il est probablement mort un mois auparavant, d'accord? Donc on est à un mois avant la photo. Hein. Donc c'est probablement un animal vivant en montagne, en tout cas à des altitudes supérieures à celles où a été prise la photo. Ça, c'est moi, comment je vais dire, c'est ma conviction personnelle. Alors, si on demande comment j'ai estimé la taille à 1m92, ben, en réalité, si vous regardez bien la photo, vous avez le fémur de cet animal qui est visible. Et donc, ce fémur me permet, en fait, via des tables anthropomorphiques, de regarder la taille normale par rapport au fémur, la taille de l'animal qui porte ce fémur. Je crois de mémoire, alors là je n'ai pas mes chiffres en face de moi, mais je pense que le fémur faisait 62 cm de mémoire. On voit aussi la main de cet animal, et cette main est estimée à 22 cm par rapport à, donc je vais dire, à la taille du monsieur qui se trouve sur la photo. J'estime donc la main de cet animal à approximativement 22 cm. On voit que c'est une main à 5 doigts. Et que c'est une main donc simienne, hein, donc c'est la main des primates. Hein, donc on est clairement en fait sur un animal qui est un primate. On ne voit pas les pieds, c'est dommage, parce qu'il semblerait que le libagon, tout comme le Bigfoot, ait des pieds qui soient très larges et très visibles, mais là les pieds n'étaient pas visibles. Donc on a un gros plan de la face de cet animal, qui est donc bien entendu décharné parce que les insectes ont fait leur travail. On voit très bien la dentition. Alors, par rapport aux dentitions que je connais en espèces sauvages ou en espèces de zoo, on se rapproche plus d'une dentition d'herbivore ou d'omnivore. Donc, par rapport à tous les grands primates que l'on connaît, il n'y a pas des grands crocs au niveau de la bouche. Si jamais on regarde le chimpanzé, si on regarde le gorille, si on regarde les macaques, on n'a pas des crocs très proéminents. Ce sont des petits crocs, à peu près d'ailleurs comme les nôtres. On voit au niveau de la table dentaire que tout ce qui est molaire sont des dents plates, avec d'ailleurs beaucoup de séments. Donc le sément, c'est une substance qui recouvre en fait la dent pour pouvoir la protéger. Après l'ivoire, on a la dent, la dentine, puis on a l'ivoire, puis ensuite on a le sément. Ce sément d'ailleurs est bien noirâtre, ce qui rappelle beaucoup le sément qu'on retrouve chez des herbivores. Et au niveau même de la table des incisives, on voit que les incisives ont une certaine forme plate. Alors, on peut dire aussi que la mâchoire de cet animal est très proéminente. On voit l'os vraiment de la mâchoire, de la mandibule inférieure. Et cette mandibule est très proéminente. On retrouve ces caractéristiques-là, par exemple, chez des chevaux, chez des vaches, chez des choses comme ça, parce que les masséters, qui sont des muscles que l'on a ici, en fait, sont chez ces animaux-là très proéminents parce qu'ils doivent justement pouvoir broyer, non pas de la viande, mais ils doivent broyer des légumes, ils doivent broyer de l'herbe, ils doivent broyer des feuilles ou des choses comme ça. Donc ça, on retrouve sur cet animal-là. Alors, j'ai bien vérifié, j'ai regardé, je me suis dit, bon, si jamais c'est un fait qu'on a peut-être reconstitué un visage à partir de quelque chose de connu, donc j'ai bien entendu fait une totale abstraction de tout ce qui était mandibule inférieure d'herbivores connus, de vaches, de chevaux, d'ânes ou autres. On n'a pas, en fait, la conformation de ces espèces-là. On a vraiment une mâchoire qui est très spécifique des primates. D'ailleurs, si on compte le nombre de dents, il a 16 dents en bas, donc on est probablement sur 32 dents, ce qui est normalement, alors je ne suis pas exactement docteur en médecine humaine, hein, mais normalement c'est le nombre de dents que nous avons dans la bouche. Donc, on voit que toutes les dents d'ailleurs sont bien à table. Il n'y a pas de barre, comme on pourrait avoir dans des espèces bovines ou dans des espèces de chevaux. Donc tout ça, pour moi, fait quand même coller le visage que l'on a à la photo comme quelque chose de réel et non pas comme quelque chose de tiens, je vais prendre tel animal, tel machin, puis je vais essayer de faire un montage et puis je vais essayer de faire passer sa crème en face de la caméra. Ceci dit, je pense essentiellement donc que cet animal doit être herbivore ou omnivore.
S'il est omnivore, c'est probablement un charognard, parce qu'il n'a pas de dentition qui est faite pour aller à l'assaut, pour pouvoir tuer. D'ailleurs, quand on voit sa conformation globale sur la photo, où on voit la totalité du corps, il n'est pas taillé pour la course, il n'est pas taillé pour faire des sprints, donc c'est probablement pas un chasseur comme on pourrait le connaître chez les guépards, chez les grands fauves ou des choses comme ça. Et donc, il doit être soit charognard, il doit être soit et peut-être mangeur de petits animaux. Peut-être capturer des petits animaux, des nids, des œufs, des choses comme ça. Mais ça ne doit pas aller, à mon avis, guère plus que là. J'ai regardé éventuellement, parce qu'on voit une partie de la face de cet animal qui a été décharné. J'ai donc fait des recherches par rapport à tous les primates qui sont connus. Donc on exclut déjà tout ce qui est grand singe, on exclut tout ce qui est macaque, on exclut tout ce qui est gorille ou autre. Donc c'est probablement pas un grand singe qui s'est évadé d'un zoo. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si à Hiroshima il y a un zoo. Ça serait intéressant de se renseigner, de savoir si jamais on a un zoo ou pas. Mais s'il n'y a pas de zoo, ça confirmerait encore plus le fait que cet animal ne se serait pas échappé d'un zoo. Ça veut dire que là, en gros, on serait face à quelque chose d'inconnu. D'inconnu, oui, on serait probablement sur quelque chose d'inconnu. Pour terminer, j'ai regardé exactement la conformation du crâne, et ce qui se rapproche le plus en fait de quelque chose de connu, c'est l'Australopithèque et le Paranthropus, qui était sur cette planète il y a plusieurs milliers d'années. Je crois d'ailleurs qu'on parle de 1,5 million d'années. Donc, l'Australopithèque et le Paranthropus, ce sont les crânes qui ressemblent plus aux crânes, en tout cas par rapport à mes recherches personnelles, aux crânes qui se trouvent en face de nous sur la photo. Il faut savoir que normalement, en tout cas les scientifiques à l'heure actuelle estiment que les espèces Australopithecus, afarensis et Paranthropus sont des espèces qui étaient relativement petites. En fait, l'Australopithèque, c'est Lucie, donc la fameuse Lucie. Et donc, on est sur 1,60 m à 1,70 m de taille, guère plus, en fait. Or là, l'animal fait quand même au moins facilement 1,90 m, quoi. Hein. Il approche des 2 mètres. Donc, c'est un géant par rapport à l'Australopithèque. Si on n'est pas, alors oui, je le dis, si on n'est pas sur un fake, en effet, on est en tout cas en face de quelque chose d'inconnu, oui. En tout cas, inconnu de ma part. Après, je n'ai pas la science infuse, mais inconnu de ma part, oui. Après, ce qui est bien, c'est que il y a déjà des experts au Japon, donc des spécialistes qui se sont penchés sur cette cause. Et est-ce que ce corps appartient à quelque chose de connu, surtout? Voilà. Et moi, pour avoir vu les photos aussi, surtout celle du visage, je trouve que celle du visage est assez troublante. Je trouve que c'est vraiment, ça fait réel, quoi. Je vois pas comment, là-dessus, je suis un peu. C'est pour ça que je suis très content de t'avoir dans mes contacts, parce que ça me permet aussi de suite pouvoir partager ces nouvelles informations avec toi, pour que voilà, tu puisses amener ton savoir, ta matière en tant que médecin vétérinaire. Parce que là-dessus, du coup, je suis face à quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais qui en même temps me semble tout à fait vrai. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Oui, donc moi de toute façon, je suis réservé, bien entendu, comme toujours, parce que je n'ai encore une fois pas le corps en face de moi. Je n'exclus jamais aucune théorie, y compris donc le fait que ça pourrait être un faux bien fait. Maintenant, encore une fois, ça ne ressemble pas à quelque chose de connu. Ça ne ressemble pas à quelque chose de connu chez les primates. En effet, il y a beaucoup de gens là-bas au Japon qui se sont penchés sur la question et qui en arrivent aux mêmes conclusions que moi, indépendamment de ce que j'ai fait mes conclusions avant de contacter, avant d'avoir ton contact. En fait, j'avais déjà fait une première partie du travail sur des photos de moins bonne qualité, et en fait, c'est après avoir eu ton contact qu'il m'a envoyé des meilleures photos. Mais bon, ça n'a pas changé énormément de choses dans mes conclusions.
Il y a juste pour lui le fait que les dents soient grises, ce serait lié en fait au fait que le long de la région d'Hiroshima, dans les montagnes, il y a énormément de fer. Je ne le rejoins pas sur cette idée. En fait, le problème, c'est que le sément a toujours une coloration beaucoup plus noirâtre, beaucoup plus grisâtre que la dent émaillée. C'est largement dû déjà à la coloration en elle-même de la production de ce produit sur la dent, et d'autre part, le fait qu'un animal herbivore est en contact en fait avec tous les pigments qui se trouvent au niveau du légume, et ces pigments ont tendance à imprégner pour finir la dent, quoi. On se lave pas les dents, quoi. Donc pour moi, le fait que Hiroshima et sa zone soient des régions minières n'est pas un critère valable pour expliquer le fait que les dents de cet animal soient colorées. D'ailleurs, quand on regarde bien le corps de cet animal, les os sont blancs. Or, les métaux lourds ont tendance à se fixer dans les os. Si jamais cet animal vivrait dans une mine ou dans une caverne minière abandonnée ou quelque chose comme ça, et qu'il serait tout le temps en contact avec des métaux lourds, avec du fer, avec du plomb, etc., les os auraient pris la couleur. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, là, pour ça, j'exclus cette hypothèse. Oui. D'accord. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Pas de souci. Je fais une enquête là-bas au Japon, je me retrouve face à ça et je me dis il faut que j'en parle à JP, il faut que j'en parle à JP, parce que forcément j'ai envie de savoir, et n'ayant pas voilà, tout ce savoir, cette connaissance auprès des animaux, j'étais un peu avec ce gros point d'interrogation dessus de ma tête, et j'étais excité de pouvoir échanger avec toi, de te partager ces informations. Je suis content que tu aies pu aussi échanger avec Kyle, parce que c'était pour moi primordial pour que tu puisses avoir déjà des photos de meilleure qualité, pour que tu puisses aussi un petit peu apprendre à le connaître, voir que c'est quelqu'un quand même qui fait un gros travail là-bas au Japon. Il est en contact avec la police, il a eu des dossiers sous ses yeux, donc c'est quelqu'un qui est très minutieux, qui s'arrête à tous les détails, et voilà. Et je trouve que d'une certaine manière, il m'a fait un petit peu penser à toi aussi. Voilà, je pense que vous pourriez très bien vous entendre tous les deux. Parfait. Donc écoute, merci de m'avoir éclairé, d'avoir éclairé aussi par la même occasion tous les gens, toutes les personnes qui vont regarder cette première partie de reportage. Et puis de toute façon, on reste en contact comme toujours, et je te dis à très bientôt. Ouais, salut. Salut JP. Je quitte à présent Kyle. Ce fut un échange fort intéressant. Il m'aura énormément appris sur le Hibagong, mais aussi sur ces disparitions des plus étranges qui se déroulent au Japon. Avant de prendre la direction de ma nouvelle aventure, de ma nouvelle destination, je décide de prendre une journée, car non loin de là où je me trouve, une exposition à durée limitée sur un manga que j'adore a lieu. Quand on aide les autres, on s'aide un peu soi-même. Si on tend la main, il y a plus de chances que les autres nous l'attendent aussi. Ça rappelle le bon vieux temps. Tu te lèves, il est tôt le matin, et t'as des mangas à la télé. Alors pour ceux qui se rappellent de cette époque, bordel, que c'était bon.ね、この線がなぜ
Yes, 航 why? 空写真に Yes, it's kind of like a Nazca line. Yes. Donc là, vous êtes en And train this de... picture is yes from the sky. Oh, ok. Et donc là, on est en train de Yes. m'expliquer qu'ici, dans cette zone, donc où seraient apparues les premières observations, ils ont retrouvé un serpent géant. En fait, il semble que les animaux là-bas aient des tailles démesurées. Surtout que juste à côté, on a ces lignes bizarres qui n'ont pas d'explication à l'heure d'aujourd'hui. C'est un professionnel qui est en train de nous raconter toute l'histoire et l'historique du passé du lieu. Tous ces témoignages que vous voyez là datent de 1970. Alors, il y en a eu d'autres aussi après, par la suite. Mais en tout cas, ceux qui sont référencés ici sur le mur datent de 1970. Manasan est en train de m'expliquer qu'à Okinawa, des gens, plusieurs personnes auraient vu cette créature. Et donc, ils la décrivent avec des poils comme si ça avait du feu, comme ça faisait des flammes en fait. Voilà, et je la trouve super mignonne. Voilà, donc j'avais envie de vous le partager. Moi, je veux bien avoir ce genre de créature, il n'y a pas de problème. Voilà, on le voit plein de fois intervenir pour parler des témoins, de leurs témoignages. Est-ce que ces empreintes se sont arrêtées d'un coup ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs par la suite? L'essentiel dans l'existence, c'est la volonté qu'on a en soi. Néanmoins, si tu n'y prends pas garde et si tu ne l'entretiens pas, cette volonté qui t'habite pourrait disparaître à cause des murs. Ceux qu'on construit autour de nous quand on se cherche des excuses. Ou bien lorsqu'on cultive la haine au lieu de faire le bien autour de soi, au lieu d'aider les siens.